On n'a pas vu passer la journée et il y a encore beaucoup de questions et semble-t-il, un deuxième colloque serait sans doute bienvenu. En tout cas, je tenais à remercier très chaleureusement Olivier Chavanon et Jean-François Joie pour leur invitation, qui m'a fait très plaisir et qui également fait de moi une marginale, puisqu'en fait, je viens du plat pays et que je travaille très précisément beaucoup sur l'urbain. Et donc, il y avait assez peu de chances pour que je me retrouve devant vous aujourd'hui. Mais voilà, le hasard des choses a fait que je suis là. Alors, nous allons parler dans ce quatrième temps encore de droit. Nous en avons beaucoup parlé depuis ce matin et il me semble qu'il y a une certaine forme de difficulté du droit à trouver sa place, à saisir la réalité des communs, d'où également ce qui a été évoqué ce matin, la personnification ambivalente de la loi de 2013. Alors, la session s'intitule « Ingénierie territoriale environnementale, le service public renforcé par l'action des communs fonciers ». Donc effectivement, la question du service public sera ici dominante. La question se pose de savoir si la logique collaborative des communs se heurte souvent en pratique à la logique descendante du fonctionnement du service public. Comment mieux accueillir l'envie de s'impliquer des populations en faveur de la protection de leur environnement ? Comment reconnaître l'utilité de l'expérience, voire de l'expertise des populations et créer un climat de confiance ? Comment mobiliser le principe de subsidiarité horizontale ? Nous en avons également beaucoup parlé depuis ce matin. Quelles nouvelles formes d'ingénierie territoriale sont possibles avec ou en dehors du service public par l'apport des communs fonciers ? Alors pour ce faire, nous écouterons Monsieur Jean Carinti, président de la foncière coopérative de l'Ermitage, qui est un tiers-lieu d'innovation rurale et citoyenne dans l'Oise. Il partagera l'expérience de l'Ermitage et son approche par les communs. En quoi ces outils et pratiques collectives, déployés dans un ancien grand domaine rural transformé en tiers-lieu, contribuent-elles à une nouvelle manière de gérer les espaces agricoles et forestiers, les lieux de convivialité et d'alimentation dans un territoire, en même temps qu'une citoyenneté repensée et renouvelée. Nous écouterons ensuite Thomas Peyroux, professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas. Thomas Peyroux a notamment publié un ouvrage qui met en perspective la notion de commun avec la question des services publics. Services publics et communs à la recherche du service public coopératif. Ensuite, nous écouterons Monsieur Thibaut Guigues, président de Métropole Savoie, syndicat mixte porteur du SCOT. Monsieur Guigues présentera en quoi l'outil SCOT peut être utile à la gestion des communs fonciers. Il nous parlera également de la réserve de biosphère de l'UNESCO, première réserve de biosphère du genre sur le territoire national, et de ses implications pour les communs fonciers. Enfin, nous terminerons avec un sénateur, hommage à la maison qui nous accueille aujourd'hui, que je remercie également. Sénateur de l'Isère, Monsieur Guillaume Gontard. Monsieur le sénateur est président du groupe écologiste Solidarité et Territoire au Sénat. Et il est élu d'un département qui compte beaucoup de communs fonciers, qui va nous parler de son expérience en la matière. Donc on commence avec vous, Monsieur Carinti, président de la foncière coopérative de l'Ermitage. Merci. D'abord, merci pour l'accueil qui est réservé au tiers-lieu dans cette discussion sur la place des communs traditionnels et le regard qu'on peut porter aujourd'hui sur l'expérience des ce qu'on pourrait qualifier de néo-communs ruraux que sont les tiers-lieux. Peut-être rapidement, moi je ne vais pas vous présenter en détail ce qu'est l'Ermitage. Vous avez très bien, je vous remercie, résumé ce qu'on est, c'est-à-dire un ancien grand domaine de chasse dans un territoire qui est aussi un plat pays, avec beaucoup de cultures forestières, de cultures agro-industrielles. Ce grand domaine de chasse ayant fait faillite, il a été ensuite repris par une communauté de malades qui en ont fait un des premiers communs de santé autogérés en France dans les années 50. C'était des malades de la lèpre. Je disais à Thomas que souvent nous trouvons dans ces grands domaines désaffectés des publics qui ont été ostracisés des grandes villes, dont personne ne voulait.
Et donc ces gens se trouvaient des fonciers, ou on trouvait pour eux des fonciers désaffectés, et ils y vivaient plus ou moins bien et plus ou moins en autonomie. Donc l'Ermitage, ça a été un projet très très fort d'autonomie dans les années 50 de malades de la lèpre. Ensuite, ils ont monté une ONG internationale d'aide au développement avec un ancien résistant passionné de coopération internationale qui s'appelait Bertrand de la Roque. Et ce projet, moi, j'y suis très lié puisque ma grande-tante était une des malades et mon papa a été un des ingénieurs qui a passé toute sa vie dans cette aventure. En 2015, ce projet de 70 ans presque s'effondre dans la transmission qui devait être faite pour faire un CADA, Centre d'aide aux demandeurs d'asile. La Picardie, l'Oise, l'est de l'Oise où se trouve l'Ermitage n'a pas accepté en 2015 que des gens venant d'un peu partout dans le monde confrontés à l'exil puissent y trouver asile. Ce qui n'est pas une grande surprise quand on voit les résultats aux élections nationales dans le village. Donc que faire d'un foncier de 30 hectares avec 21 bâtiments, tous complètement loin des normes ERP d'aujourd'hui? Quelle valeur a-t-il et quelle place peuvent lui donner les pouvoirs publics, par exemple? Eh bien, en fait, les pouvoirs publics ont tout de suite, la mairie, autant que l'intercommunalité, autant que l'État, ont dit no way, en fait, pas de sujet, ça ne nous intéresse pas, c'est trop loin des grands centres de décision, on n'a pas envie d'en faire du logement dans un tout petit village comme ça. Donc, en fait, les établissements publics fonciers locaux, souvent, ces sites-là, en fait, ils les laissent pourrir sur place. Voilà. Donc, moi, étant attaché principal à la ville de Paris, en charge de l'appui aux associations à l'époque, je n'ai pas trouvé ça acceptable. Et donc, j'ai proposé à une équipe de gens composée de gens de milieu des communs numériques. J'étais administrateur d'OpenStreetMap à l'époque, et à d'autres issus des milieux de l'éducation populaire, de voir ce qu'on pouvait en faire. Donc, on en a fait un commun de régénération, avec peut-être un peu de prétention rurale. On a fait un démonstrateur, comme il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Et on a finalement été assez surpris. Moi, étant un enfant du village, j'étais pas trop mal accueilli dans le projet qui était plus un CADA, du coup. Les gens n'ont pas voulu nous mettre à la porte. J'étais assez surpris que le commun, le sujet auquel ils soient le plus attachés, c'était pas le manoir. Il représentait pour eux un symbole particulièrement peu intéressant. Non, c'était la forêt. Et en fait, très vite, on a fait de la forêt un tiers-lieu dans le tiers-lieu. Un endroit dans lequel, en fait, on partageait, on a évoqué ce matin le rapport à la chasse, le rapport aux champignons, le rapport au bois de chauffe. Et ce bois a constitué la première expérimentation qu'on a menée sur ce qu'on appelle un commun d'usage. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'intéresse, nous, beaucoup à la chaire Valcom, et avec la COP des communs avec lesquels on travaille, on s'intéresse à la manière dont les communs ancestraux ont été vécus, gérés, et comment ils survivent, tout simplement parce que nous sommes des néo-communaux. Nous voulons faire de ce foncier et des fonciers qui nous entourent des espaces communs dans lesquels nous pourrons partager, gérer, vivre et surtout vivre ensemble. Il y a un gros enjeu quand vous allez au bois avec les gens, je pense qu'on l'a déjà entendu ce matin, de construire des liens très forts. Et le deuxième grand commun sur lequel je veux revenir aussi, qui est un commun sensible chez nous, à côté de la forêt, c'est l'alimentation, puisque nous avons ouvert une ferme de 2 hectares en maraîchage bio, en circuit court, dans un territoire d'agro-industrie, ça n'est pas une gageure. Et aujourd'hui, l'alimentation, à côté de la forêt, constitue un deuxième néo-commun. Du champ à l'assiette, on dit. Le troisième commun, étonnamment, c'est le commun numérique, celui sur lequel se joue une des plus grosses batailles aujourd'hui culturelles sur l'autonomie et la liberté individuelle. On a un Fab Lab, nous, à l'Ermitage. Donc vous voyez, quand vous mettez tous ces espaces dans le même panier et que vous travaillez ensemble avec les habitants sur ce qu'on appelle le faire et le vivre ensemble, il y a un potentiel de tension. Alors je vais aller à la conclusion de mon propos avec les pouvoirs publics. Nous avons aujourd'hui une vraie difficulté, et je pense que ce n'est pas propre à l'Ermitage, tous les grands fonciers en tiers-lieu aujourd'hui vivent ça, à être compris par les pouvoirs publics, qui d'un côté nous demandent d'assumer le service public du pauvre aujourd'hui, qui s'appelle un tiers-lieu, et de l'autre côté nous disent, attention, nous ne comprenons pas le lien entre votre société coopérative, votre association d'intérêt général, vos associations, vos entreprises, il y a conflit d'intérêts dans cette histoire. Alors on appelle les JCOP, je crois qu'il y a quelqu'un de l'EGICOP dans cette salle, et on leur dit, faites-nous une note sur le conflit d'intérêts dans les SIC, et ils éclatent de rire, parce que ça n'a aucun sens, en fait. Les SIC sont le contraire du conflit d'intérêts, c'est la mutualisation des intérêts. Et donc, on joue une partie avec les pouvoirs publics dans ces lieux, qui est une partie tendue. Et en tant qu'ancien fonctionnaire d'administration, je suis assez ahuri de voir à quel point l'État ne sent plus les territoires.
et ne sent plus les communs dans les territoires. Et que nous sommes clairement discriminés. Et donc nous retrouvons dans les communs ancestraux cette culture de la bataille. Et moi j'attaque la CAF au tribunal administratif aujourd'hui puisqu'elle m'accuse de conflit d'intérêts dans le centre, enfin ce qu'on appelle l'espace de vie sociale qu'on est en train de lancer, tout simplement parce que la CAF s'aligne sur le président de l'EPCI qui ne veut pas voir un tiers-lieu de notre envergure devenir espace de vie sociale. Vous imaginez ce que ça peut donner dans un territoire où le rapport de force entre culture républicaine et culture que je qualifiais de réactionnaire est en train de grimper en flèche. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qu'est un néo-commun par rapport à un commun ancestral. Et espérons qu'on puisse créer des sections de communes. On en créera une à l'Ermitage. On va passer, l'enchaînement est tout trouvé à la question de savoir si c'est possible de rétablir un dialogue entre ces communs et le service public et l'autorité publique de manière plus générale. Thomas Peyroux. Merci, merci pour l'invitation. Alors effectivement, les recherches portées par la chaire Volcom rentrent vraiment en résonance avec le travail que j'ai essayé de faire sur le service public et le commun. Mais je ne sais pas si j'aurai les pistes pour réussir à concilier un peu les deux, parce que justement, ce qui me semble, c'est, et je fais le même constat que ce qu'ont fait les deux porteurs de ce projet, c'est que l'État français fait tout pour marginaliser, aussi bien pour les sections de communes que pour les services publics inclusifs. La tendance est plutôt à leur marginalisation ou à mettre fin aux tentatives de mettre en place des services publics horizontaux et inclusifs dans l'État français. Alors, et il me semble que ça participe un peu de du même mouvement. Et aussi, il faut bien le dire, il me semble qu'on est aussi à une époque d'enterrement des derniers héritages de la Révolution française. J'en vois au moins deux qui vont dans le même sens, ce qui nous réunit aujourd'hui. Et puis le jury populaire, qui est quand même le seul exemple de décision publique prise par des citoyens tirés au sort. Or, le jury populaire connaît un affaiblissement historique dans ces dernières années. Et on retrouve exactement les mêmes arguments. Il n'est pas assez efficace, il faut juger plus vite. Et en réalité, ce qu'on voit bien, c'est que le jury, c'est un contre-pouvoir et il ne juge pas dans le sens qu'on aimerait qu'il juge. Et justement, on est à une période d'affaiblissement historique des contre-pouvoirs dans notre pays, notamment de la société civile. Le contrat d'engagement républicain en est un exemple flagrant, me semble-t-il. Et aussi, pour les sections de communes, comment ne pas relever aussi à quel point la conception de la prise de décision et de la citoyenneté, si on peut employer ce terme dans ces sections, est orthogonale avec l'esprit de notre temps, puisque je vous rappelle, si vous lisez cette vieille loi révolutionnaire, le droit de vote, d'abord, il faut le signaler, était attribué aussi aux femmes à une époque où elles n'avaient pas le droit de vote. Et aussi, c'était le domicile qui comptait. Vous imaginez un droit de vote qui repose uniquement sur le domicile, ça n'est vraiment pas dans l'air du temps. Donc, une volonté de contrôle, et c'est, me semble-t-il, un mouvement séculaire dans l'histoire du droit administratif français, ce que l'historienne Alice Ingold a bien montré concernant les associations syndicales de propriétaires et un des grands arrêts du droit administratif, l'arrêt Canal de Gignac, où le Conseil d'État en a fait des personnes publiques. On reparle de personnalité, et ça a suscité l'opposition très très forte du doyen Henriot, qui était un personnage un chercheur profondément pluraliste, et c'est la raison pour laquelle il s'opposait à cette forme d'étatisation. Pour le service public, c'est la même chose finalement. L'histoire du service public et du droit administratif français de façon plus globale met en évidence le triomphe d'un modèle plus vertical qu'un modèle véritablement inclusif. Et tous les exemples que j'ai pu essayer de trouver, de développer, de
de tentatives pour faire des services publics un petit peu différents, soit ont été un échec, soit sont finalement marginalisés. Je peux en traiter peut-être deux. L'un que j'aime bien, l'histoire de Freinet, donc un instituteur des années 30. Aujourd'hui, tout le monde parle de Montessori, mais c'était l'équivalent français de Montessori, et qui avait mis en place, sous la forme d'ailleurs de coopératives, des coopératives d'enfants. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une campagne de l'Action française contre Freinet. Et il a fini par fermer. Il est parti de l'enseignement public et il a ouvert son école dans le secteur privé. Et aujourd'hui, il y a plus d'écoles Freinet, de pédagogie Freinet à l'étranger qu'il n'y en a en France. Le second cas que je développe, que j'aime bien, qui est un cas marginal, c'est celui de la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire des hôpitaux psychiatriques qui obéissent à une gouvernance complètement horizontale. Félix Guattari a participé de ce mouvement et a donné une renommée à ce mouvement. Eh bien, on arrive dans un service public d'aliénés, de patients, de gens qui vont mal. On arrive aussi à organiser une gouvernance horizontale. Mais c'est un modèle extrêmement limité. J'ai pu faire un entretien aussi avec un chef de service d'un hôpital public, dont on va publier l'entretien qu'a fait pour la revue En Commun. C'est un entretien qu'a fait Fabienne Orsi. Il a réussi à mettre en place un service inspiré de ces techniques dans le public, mais il va disparaître avec son départ à la retraite. Donc il n'y a aucune pérennité de ce type d'organisation. Et enfin, l'autogestion dans les services publics, qui a été un mot d'ordre assez fort dans les années 60-70, qui a fait partie du programme commun. Ce mouvement d'autogestion est limité, vraiment, est très limité. Il sert à traiter les jeunes qu'on n'arrive pas à mettre ailleurs. Et on voit bien dans les rapports des inspecteurs que j'ai pu consulter que ça ne cadre pas avec la logique hiérarchique du service public à la française. Or, cette situation contraste fortement avec la floraison d'initiatives à l'étranger soit pour déléguer à des communautés certains services publics. On pense à l'Italie, on a parlé de subsidiarité horizontale. C'est un pays qui a inscrit dans sa constitution la subsidiarité horizontale et qui, avec les pactes de collaboration, développe des modalités de collaboration entre les municipalités et les communautés tout à fait intéressant. Il y a une ville en France, à ma connaissance, qui a mis en place quelque chose de semblable, mais je n'en connais pas les évaluations qu'on peut en tirer. C'est Grenoble, à travers une délibération de son conseil municipal. L'Allemagne est extrêmement, est extrêmement dynamique à ce niveau-là. Et la forme sociale qui porte cette idée, c'est la coopérative. Je vais commencer un projet de recherche sur les coopératives de services publics avec Timothée Duverger, parce que c'est très curieusement, la démocratie a été pensée davantage dans le droit privé des sociétés au XIXe siècle que finalement dans le droit public, puisque les structures dont on dispose ne sont pas des structures véritablement horizontales, alors que la coopérative pourrait être intéressante, et elle est utilisée à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre très fortement, depuis des années. Donc, face au désenchantement de la société française à l'égard des services publics, il me semble qu'une façon de sortir de cette alternative public-privé, c'est de promouvoir d'autres formes d'organisation, mais qui impliquent, et ça, je pense que c'est ce qui ressort de beaucoup de discussions, de considérer, d'accepter l'idée de pluralisme dans notre ordre juridique, de subsidiarité horizontale. Et pour conclure, j'aimerais finir avec une phrase d'Aimé Césaire que j'aime bien. Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution de l'universel. Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. Merci. Merci beaucoup.
Alors, on va maintenant passer à la question justement d'un document d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale, qui vise à mettre en cohérence un certain nombre de politiques publiques sur des territoires. Et est-ce un outil pertinent pour passer du particulier à l'universel? Monsieur Guille. Oui, merci. On a dit beaucoup de choses intéressantes depuis ce matin et on pourrait rentrer dans cette présentation par plein d'aspects. Je vais peut-être reposer d'abord, pour commencer, ce qu'est dans le droit français un SCOT, parce que pour la peine, c'est assez iconoclaste comme point d'entrée sur le sujet par rapport à tout ce que nous avons évoqué ce matin, notamment. C'est un dispositif qui naît dans la loi SRU et qui a pour objectif de prendre une dimension peut-être un petit peu plus lointaine sur les politiques d'aménagement du territoire, vous l'avez dit, d'unifier un certain nombre de politiques sectorielles qui sont toutes dépendantes les unes les autres, et avec un objectif qui est de monter un petit peu en termes de territoire, même s'il est possible d'avoir des SCOT de petite taille à l'échelle d'un seul établissement public de coopération intercommunale en France, mais c'est quand même un outil de l'interterritorialité. Il fait suite à ce qu'on appelait les SDO avant, pour ceux qui se souviennent, et la particularité, c'est que on remplace d'une certaine manière ces outils qui étaient des outils très centralisés par des SCOT dont la représentation sont la représentation de ce qu'on appelle le bloc communal, le bloc local, c'est-à-dire des élus des communes représentant des EPCI qui sont ensuite projetés dans ces syndicats. On a donc une forme d'acte quand même de décentralisation au travers de l'existence de ces SCOT. Ils prennent une dimension peut-être un petit peu plus importante, d'abord avec la loi Grenelle, dans laquelle la question de l'environnement rentre un peu plus, mais surtout avec la loi ALUR, qui crée un vrai rapport de prescription entre le SCOT et les documents d'urbanisme inférieurs. Aujourd'hui, vous avez un rapport de compatibilité obligatoire entre un PLU ou un PLUI avec son schéma de cohérence territoriale. Et puis politiquement, plus récemment, avec la loi climat et résilience, le SCOT a été un peu désigné comme étant l'opérateur de mise en œuvre de ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire l'expression de la sobriété foncière et de comment on la compte, c'est mathématique, dans les territoires. Et donc, il a pris une certaine importance. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, on est très loin de l'ensemble des sujets qu'on a pu évoquer ce matin, même si il a pu être dit, et je crois que c'était intéressant, qu'une des questions, c'est comment on fait pour faire rentrer l'enjeu des communs fonciers dans nos politiques d'aménagement des territoires. Et je crois que c'est le sens de mon intervention aujourd'hui, de vous montrer que les communs fonciers, ils ont un rôle à jouer extrêmement fort dans les politiques d'aménagement du territoire, pour peu que ce bloc local les prenne à sa charge. D'une certaine manière, c'est une façon, si je reviens un peu sur des discours un petit peu plus théoriques, sur le rôle de l'action publique et la fonction des divers élus locaux, c'est une manière de jouer la verticalité dont on parle ici à l'avantage des territoires. Comment les outils pensés dans la décentralisation, eux aussi en cascade, avec une verticalité reproduite à l'échelle locale, peuvent être utiles. Et je vais vous raconter comment, à l'échelle de Métropole Savoie, en collaboration évidemment avec la chaire Valcom, nous travaillons ce sujet. L'idée de départ, c'est de se dire que un des paradoxes qui gouvernent les discussions depuis ce matin, c'est que on veut d'une certaine manière exprimer le fait que ce qui est intéressant dans le commun, c'est, et le commun foncier, de se départir de ce qu'est le pouvoir républicain, en trouver une forme d'alternative. Néanmoins, quand on regarde comment arriver à le mettre en valeur, arriver à le valoriser, arriver à le faire se déployer, arriver à faire du parangonnage, à transmettre de manière horizontale les bonnes pratiques, le constat, c'est que les meilleurs pour arriver à porter ces politiques-là sont les maires, c'est-à-dire les représentants de ces communes. D'abord, les maires, et ça a été dit de manière importante ce matin, d'une partie de formation, pour leur éviter de faire des bêtises à l'égard de ces communs fonciers, pour éviter
qu'il les fasse disparaître, ce qui était la pratique antérieure. Et d'une certaine manière, quand un maire est face à ce sujet, souvent d'ailleurs quand il est élu depuis longtemps, c'est-à-dire quand il a une pratique assez ancienne et des références assez anciennes à ces sujets, quand un problème se pose sur un commun foncier, le meilleur moyen, c'est d'en faire un élément du domaine public. C'est quand même le plus simple pour lui, pour prendre la main, je dirais, où il est seul maître à bord. Donc d'abord lui faire éviter ça, et ensuite, dans un deuxième temps, lui montrer en quoi tout ça peut être une ressource. Alors comment procédons-nous ? Eh bien, nous avons sollicité la chaire Valcom pour, sur l'ensemble du territoire de Métropole Savoie, qui compte 3 EPCI, qui sont construites autour des grandes villes de Montmélian, de Chambéry et d'Aix-les-Bains en Savoie, sur un territoire de 107 communes, 255 000 habitants. Nous avons sollicité la chaire Valcom pour aller faire un référencement précis, cartographique, de l'intégralité des communs fonciers qui sont disponibles sur le territoire. Et puis, ils vont plus loin, ils qualifient ces communs fonciers. Ils vont sur le terrain, ils essayent de regarder quelles sont les pratiques, quels sont les usages, puisque, on le sait tous, il y a des communs fonciers, on a eu un certain nombre de témoignages qui font l'objet d'une vitalité importante, et il y en a d'autres qui, malheureusement, sont plutôt dans une situation d'abandon, c'est peut-être fort, mais je crois que parfois c'est le cas. Ça, c'est le premier temps. Une fois qu'on a fait ça, à quoi cela va-t-il aboutir ? D'abord, ça aboutit à cette carte qui va avoir sa place dans le document d'orientation du SCOT, au même titre qu'une carte des espaces naturels, une carte des zones humides, une carte d'autres éléments à protéger ou d'autres éléments à mettre en valeur. Donc on ne lui donne pas une fonction pleinement normative, mais on donne une fonction prescriptive importante. Le deuxième élément que ça amène, c'est que, au-delà de cette carte, l'idée c'est d'intégrer un certain nombre de prescriptions sur les pratiques autour de cette carte, essentiellement avec 3 entrées distinctes. La première entrée, il n'y a pas d'ordre entre les entrées que je vous donne, elles ne sont pas hiérarchisées, hein, c'est telles qu'elles me viennent à l'esprit. La première entrée, c'est l'entrée sociale. Je crois que je ne vais pas m'étaler là-dessus. Tous les témoignages, et encore le vôtre à l'instant, ont rapporté cette question. Et donc d'arriver à valoriser la dimension sociale de ces communs fonciers pour qu'un élu qui s'empare de ce document, qui vient d'arriver, qui doit demain chercher, et je vais y venir, à l'intégrer dans son document d'urbanisme, puisse prendre en compte cette dimension sociale. Un deuxième enjeu, qui est un enjeu patrimonial, notamment en montagne et en moyenne montagne. Chez nous, les communs fonciers sont souvent du patrimoine vernaculaire avec une valeur importante auquel les habitants sont attachés. Et donc c'est aussi une bonne manière d'entrer dans le sujet que par le four, que par le lavoir, puisqu'il y a souvent un attachement, y compris dans les communes, d'élus qui récemment viennent d'arriver, pour parfois protéger ce lavoir, le réhabiliter, sans savoir d'ailleurs qu'il est un commun foncier. Et donc quand ils vont se retrouver élus, eh bien ils se retrouvent avec une problématique, et une problématique juridique, et c'est là où ils ne savent pas quoi faire. Et c'est là où on amène le troisième volet, qui est de mettre dans le SCOT comme une boîte à outils, notamment une boîte à outils juridique, pour dire si vous êtes demain face à cette problématique du commun foncier, vous avez dans le document d'urbanisme quelque chose qui vous prescrit, qui vous invite, qui vous accompagne pour vous aider à savoir qu'en faire, c'est-à-dire à pas tout de suite avoir le réflexe de ce truc ça va me gonfler, on va le faire passer dans le domaine public, ça sera vachement plus simple. Voilà le travail qu'on porte à l'échelle du SCOT. Et ce travail, il a vocation à se terminer à peu près dans 12 mois avec l'ensemble des livrables que je viens de vous décrire. Mais une fois qu'on a fait ça, on considère sur le territoire, et tout du moins sur une partie du territoire, parce que vous avez parlé de la reconnaissance par une des 3 agglomérations, celle de la communauté d'agglomération de Grand Lac par l'UNESCO au titre d'une reconnaissance qui s'appelle Hommes et Biosphère. Alors, on est 18 en France, mais on est la seule reconnaissance lacustre française qui est arrivée le 27 septembre, qui est complètement dans cet esprit.
Hommes et biosphère, préservation de l'environnement, c'est un sujet, quand on se voit sur la chaire Valcom, qui est un point très important, dont on a assez peu d'ailleurs parlé, même si ça a pu être en filigrane de certaines interventions aujourd'hui. Les communs sont aussi un vrai outil, mais vous l'avez très bien dit tout à l'heure, un vrai outil pour nous aider demain à mieux faire de la préservation de l'environnement. Et donc, c'est aussi une dimension patrimoniale, évidemment, dans ce label de l'UNESCO. Et donc, ce que nous souhaitons faire, c'est nous appuyer sur cette cartographie qui aura été faite au SCOT. Et nous avons à construire pour 2030-2031, à l'échelle des 28 communes de l'agglomération, un document d'urbanisme, plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc, le souhait, c'est de pouvoir véritablement, dans la cartographie comme dans la règle, intégrer ces communs, c'est-à-dire ces communs qui sont cartographiés, qui puissent avoir dans le fameux document cartographique urbanistique qu'on a l'habitude de regarder pour savoir ce qui est constructible, comment, pourquoi, où est la limite, eh bien d'arriver à trouver des moyens, des outils, non seulement pour valoriser ces communs dans le document lui-même, mais pour orienter nos élus dans la politique d'aménagement, dans la politique de programme autour de ces communs, pour les amener à réfléchir sur la valeur de ces communs, pour éviter peut-être de faire le R+2 en béton tout neuf, juste derrière le lavoir, c'est-à-dire pour leur faire que la fonction qu'ils ont dans la pratique du hameau, dans la pratique du village, finalement, se retranscrivent dans le document réglementaire. Voilà, je crois que j'ai déjà été assez long, mais mon objectif était d'être le plus concret possible pour vous donner un exemple un peu atypique par rapport à tout ce qu'on a dit, de comment on pouvait procéder et s'appuyer sur les communs fonciers pour valoriser nos politiques d'aménagement local. Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'en définitive, on a du mal à le mettre en valeur, mais le droit possède déjà tout un tas d'éléments, de moyens, de procédures, de process qui permettraient aux communs fonciers d'être beaucoup plus pris en compte et mis en valeur. Je vous rejoins complètement sur ce point. Alors, il n'est pas usuel de donner le dernier mot au Sénat. Mais c'est une manière en réalité de remercier les sénateurs qui nous ont accueillis aujourd'hui que de donner le dernier mot symbolique à l'un d'entre eux, Monsieur Guillaume Gontard. Oui, merci beaucoup. D'abord, toutes mes excuses parce que j'ai pas pu être là ce matin, mais c'est vrai que ça m'aurait particulièrement intéressé, mais j'ai eu quelques échos en tout cas de ce qui a pu être dit. Et très heureux et très satisfait en tout cas que ces échanges puissent avoir lieu au Sénat, parce que je trouve qu'il y a justement une valeur à la fois symbolique et puis il y a un aspect de toute façon derrière législatif, et que ces discussions puissent avoir lieu dans cet endroit-là me paraissait importante. Et donc j'associe aussi nombreux collègues aussi qui ont été là ce matin et qui sont passés au cours de la journée. Peut-être commencer avant, moi j'avais une petite anecdote, parce que sur la question en tout cas des communs, ou en tout cas des choses qu'on peut faire à l'échelle très locale, citoyenne, et qui moi en fait m'ont fait un petit déclic en fait quand je suis devenu, j'ai été maire de ma commune de 200 habitants dans le Vercors, toujours conseiller municipal, et quand j'étais petit, avec mon grand-père, il me disait viens, on va au congélo. Et aller au congélo, c'était aller dans un espace, dans un bâtiment où en fait il y avait plein de casiers. C'était des congélateurs collectifs et c'était un commun, enfin dire voilà, un ensemble d'habitants qui avaient monté ces congélateurs avec une production de froid centralisée. Donc en même temps il y avait un aspect économique. À l'époque, c'est vrai que tout le monde n'avait pas de congélateur, mais il y avait vraiment dans les villages ruraux aussi la nécessité justement de pouvoir conserver sa nourriture. Et donc voilà, je me souviens toujours de tiens, viens, on va au congélo. Et aller au congélo, c'était aussi autre chose. C'était aller chercher évidemment sa nourriture, de savoir ce qu'on avait besoin pour manger. Mais c'était un lieu de rencontre. C'était souvent un moment convivial, parce qu'en général, il y avait aussi l'apéro, il y avait tout. Voilà, enfin, ça se passait plutôt bien. Et que en fait, derrière justement cette mise en commun,
En fait, il y avait une vraie vie de village, une vraie rencontre. On parlait justement de commun, de lien social, etc. En tout cas, c'était vraiment très fort et très clair. Et moi, ce qui m'étonnait toujours, c'est en fait la simplicité, en fait, de se dire, tiens, ça s'est organisé comme ça. Il y avait un besoin. Il y a des gens qui se sont mis ensemble, qui ont pu créer justement, faire cette réponse. Et puis il y a la commune qui gérait d'autres choses. Et puis d'ailleurs, souvent, il y avait des liens. Mais c'est vrai que ça m'a souvent interpellé, en tout cas, et quand je suis devenu maire, sur le rôle justement aussi de l'élite locale et comment on regarde les initiatives à l'échelle locale, quoi. Et comment on se positionne aussi en tant qu'élu. Je pense que c'est quelque chose, quelque chose qui me paraît important, et j'y reviendrai après. Et peut-être par rapport à ce qui a été dit, peut-être revenir sur quelques exemples aussi, parce que moi j'aime bien les exemples concrets, je trouve que c'est toujours important. Par rapport à ce qui a été dit sur la foncière et sur à la fois les difficultés que peuvent rencontrer des initiatives locales comme ça qui se mettent en place, que ça soit à l'échelle communale, que ça soit le lien avec l'échelle intercommunale, que ça soit avec d'autres instances, que ça soit au niveau de l'État, mais parfois aussi des interactions qui se passent plutôt et qui sont plutôt intéressantes en lien avec la commune. J'étais il n'y a pas très longtemps à Dieulefit dans la Drôme. Il y a une réflexion de dire problème de logement d'urgence, problème d'accueil justement de personnes type migrants, de personnes qui étaient en situation d'avoir un logement en urgence, et donc la commune réfléchit et en fait arrive à la conclusion en fait on est dans des finances qui sont complexes, on va pas forcément pouvoir porter un projet, quoi. Il y a des habitants qui se sont dit ouais, mais nous ça nous intéresse, en fait, on a quand même envie d'avancer, se sont regroupés en lien avec la commune en se disant tiens, on a de l'initiative, il y a de l'initiative individuelle, il y a de l'initiative citoyenne, allons-y. Et puis travaillons sur ce projet jusqu'à trouver un lieu, acquérir ce lieu, travers un emprunt, en montant une foncière. Et là, on voit justement cette interaction entre la collectivité, la commune, qui a à la fois eu son rôle d'animateur, d'activateur en tout cas de ce qui peut se mettre en place à l'échelle locale, de suivi aussi, de crédibilité aussi, parce que je trouve que c'était aussi, on le voit dans le projet, important que la commune soit aussi garante de ce projet-là. Mais voilà, quelque chose de totalement indépendant, fait par des citoyens. Et donc je pense que c'est des exemples qui sont importants et qui doivent nous interpeller. Je donnerai un autre exemple qui va peut-être là pour le coup dans le sens inverse, qui est un bon exemple, mais qui va dans le sens inverse sur les relations avec l'État. C'est une SIC foncière à côté de chez moi, sur la SIC Atikora, qui est sur le plateau de la Matésine, à côté de Grenoble. Et en fait, c'est une SIC, une coopérative. En fait, la personne qui au début fabriquait des maisons individuelles, tout simplement, trouvait plus de sens en fait à ce qu'il faisait, et s'est dit mais en fait je veux réfléchir autrement, le principe de la maison individuelle ça me convient pas, je veux revoir en fait justement la question et la notion d'habiter, de passer plutôt sur l'usage, et donc à monter une SIC en se disant à la fois constructeur, à la fois collectivité, à la fois habitants et futurs habitants. Si on met tout le monde dedans, si on réfléchit ensemble, on peut arriver à quelque chose de plutôt intéressant. Et puis au lieu d'être propriétaire, on est juste, on a des parts dans la SIC, et on a un droit d'usage en fait dans notre habitation, quoi. Et donc en concevant du coup c'est quasiment des hameaux qu'il a pu concevoir, avec des espaces en commun, c'est-à-dire des unités de vie, des espaces en commun, un jardin partagé, un travail aussi sur l'autonomie alimentaire, puisque à chaque fois c'est associé aussi à du maraîchage et à de l'alimentation qui correspond justement à la structure du hameau. Et c'est quelque chose non seulement qui existe. Moi, tout au début, quand il m'a parlé de ça, je me suis dit waouh. La notion de propriété privée, passer dans l'usage sur l'habitation, j'étais très dit bon, on va voir. Et en réalité, ça marche très très bien. C'est vraiment quelque chose. Il est même un peu victime de son succès, parce qu'en fait, il est demandé sur
plusieurs autres territoires pour pouvoir implanter le même principe. Et donc il y a une vraie à la fois prise en main citoyenne et du coup un fonctionnement aussi au sein de ces hameaux qui est en termes d'autonomie, de gestion collective, de règles particulières qui se mettent en place. Donc vraiment quelque chose de particulièrement intéressant. Et moi j'ai pu suivre son projet. On a eu refus sur refus sur refus et encore, parce qu'on n'y arrive toujours pas, avec l'ensemble des services de l'État, qui sont incapables de comprendre une structure un petit peu différente. En Banque des Territoires, il pouvait il pouvait prétendre sur son projet, qui est vraiment un projet, je veux dire, qui tient tous les bouts, à la fois, ce que je disais, autonomie alimentaire, logement dans des territoires ruraux, le lien avec les collectivités, qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux? La possibilité, Banque des Territoires qui dit non mais voilà ça fonctionne pas, les mêmes remarques que vous avez pu avoir, et moi je constate encore un vrai mur, c'est-à-dire une incapacité à l'État, au service de l'État, mais à l'État à ouvrir les yeux, à se dire oui on a une nouvelle forme, posons-la et puis adaptons, et on est législateur, donc moi je suis prêt même à faire des propositions pour modifier, mais on voit justement ce blocage quand même très très fort et très complexe de voir autre chose. Alors les raisons, je les analyse pas forcément. Est-ce que c'est une absence de volonté de vouloir s'adapter? Certainement, mais je pense que c'est aussi, on parle beaucoup de décentralisation, notre ancien nouveau, parce que ça change tout le temps, mais Premier ministre a mis ça au cœur, la question de la décentralisation. J'espère que dans ce terme-là, ça veut dire aussi, parce que pour moi, décentraliser, ça veut dire aussi changer l'état d'esprit, de la manière de faire de la politique, de la manière dont justement on prend des décisions, dans la manière où les décisions arrivent en fait, et que ça soit plus de la réciprocité plutôt que quelque chose totalement descendant. Et que c'est vrai que pour l'instant, dans les discours qu'on peut avoir autour de la décentralisation, on est quand même toujours dans les mêmes choses, et même voire, si on regarde ces derniers temps, on a plutôt été sur un inversement même de la décentralisation, plutôt avec des injonctions très, très fortes, en gros, et notamment auprès des élus, faites comme ça, et avec les moyens que vous avez, et débrouillez-vous, Mais en même temps, oui, faisons avec les moyens qu'on a, et donc du coup, soyons inventifs, soyons initiatives, et penchons-nous justement sur nos territoires, et prenons ce qui se fait, ce qui se met en place. C'est vrai que l'exemple des tiers-lieux, quand on a des gens qui se mettent autour d'une table, qui commencent à réfléchir, qui se disent moi par exemple je suis en télétravail, mais travailler tout seul ça m'intéresse pas, j'aimerais bien avoir un lieu, je vais réfléchir à ce lieu-là, un autre qui va travailler sur les questions alimentaires, et tout ça peut se regrouper avec des discussions à l'échelle locale, en appui avec la collectivité, avec la commune, avec l'intercommunalité. Mais pourtant, ça bloque parce que c'est pas dans les pratiques, parce que c'est pas dans les habitudes. Et c'est vrai que moi je le vois aussi auprès de mes collègues maires, et je pense qu'il y a ça aussi, il y a toute une culture en tout cas à avoir. On va avoir des élections municipales. Moi je plaide beaucoup pour expliquer à mes collègues, ou à mes futurs collègues, en tout cas à ceux qui se présentent et qui se lancent dans l'aventure des municipales, de justement peut-être cette manière de changer notre vision et notre manière de faire de la politique. Et je pense que c'est vrai que on se pose souvent la question de comment le service public peut faire, et donc se dire soit on se tourne vers le haut, soit on attend, ou soit on a des élus et des maires qui disent oui c'est vrai que ton idée elle est très très bien, c'est vachement bien ce que tu fais, ok t'inquiète, on va le prendre ça en main et on va le faire nous-mêmes, c'est l'inverse en fait qu'il faut faire, c'est plutôt dire en fait ça c'est excellent, en fait on va surtout t'accompagner, on va te permettre de le faire, on va peut-être te mettre en réseau avec d'autres initiatives qui se font, on va te suivre, alors ça peut passer par des aides financières, mais en fait c'est plutôt la question qui doit être inversée, c'est comment le territoire est capable de faire en fait, et souhaite le faire, et de quelle manière en tout cas ça peut se faire. Et je pense que ça c'est c'est un changement de paradigme en fait dans notre façon de penser l'action locale, de penser la manière de fonctionner sur nos territoires. Donc voilà, et pour peut-être pour terminer,
dire que on a aussi tout ce travail-là aussi au niveau législatif. Vous avez parlé de la loi de 2013. Il y a le texte aussi, une PPL de 2025 là, qui sur la question des communs. Et que c'est vrai qu'à chaque fois, je pense souvent c'est pas forcément pour connaître en plus les auteurs de ces différents textes. C'est pas forcément une vision. Voilà, je ne veux plus des communs et je veux les balayer. Et je pense que ça part pas. Ça part pas de ce principe-là. Au contraire, c'est vraiment plutôt l'idée de dire il faut encadrer, il faut mieux cadrer les choses. Ça part aussi de remontée locale, ce qui a été dit aussi, parfois de communs qui sont un petit peu en sommeil et de se dire bon bah comment on remet la main dessus. Mais c'est vrai que la réponse est en réalité en fait toujours la même, quoi. C'est en gros comment on encadre, comment on vient donner un cadre vraiment institutionnel. En perdant l'essence même justement de ce que sont les communs. Parce que, je veux dire, l'essence des communs, c'est justement à la fois cette liberté, cette capacité aussi à innover, à pouvoir s'adapter au territoire, et surtout à faire en sorte que justement cette émanation elle vienne des territoires. Et je pense que c'est cette alerte-là qu'on doit avoir sur l'ensemble de ces textes, c'est justement, attention, je pense qu'on a besoin de textes législatifs pour justement à la fois préserver, mais préserver pour moi ça suffit pas, c'est comment justement on se sert d'une initiative qui est particulièrement intéressante et importante pour les territoires, et encore plus dans la période justement en termes de lutte contre le réchauffement climatique, etc., et d'implication des citoyens. Et c'est dans ce sens-là, je pense, qu'il faut qu'on travaille au niveau législatif. Voilà, merci. Merci, je pense qu'on peut passer aux questions. Alors moi, je vais vous faire simplement une remarque. C'est suite à l'intervention de Thibaut Guy qui parlait d'éventuellement cartographier, se faire une idée de ce qu'il y avait comme bien commun foncier. Alors il faut savoir, enfin vous le savez, mais je tiens quand même à alerter sur le fait que les biens communs fonciers, c'est pas juste des objets, ils vivent au rythme humain et qu'il y a des moments ils peuvent être délaissés, mais ils sont pas en train de mourir. Ils sont simplement en train d'attendre la génération suivante. C'est ce qui arrive chez nous, avec des très jeunes qui viennent s'installer et qui découvrent qu'on peut leur mettre des terres à disposition. Ces terres, elles ont été bloquées par personne, elles ne faisaient que les attendre. Il faut faire très très attention, même s'ils semblent inoccupés. Ils sont simplement en dormant, c'est comme les bourgeons, et un jour, ils vont fleurir. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Sylvain Rotillon, moi je suis fonctionnaire de l'État, agent de l'État, j'interviens auprès de collectivités. Je suis aussi membre du collectif Nos Services Publics, justement pour défendre une certaine vision du service public. Et sans avoir la réponse aux questions que vous posez, monsieur le sénateur, mais qui ont été posées pendant toute la matinée, toute l'après-midi, ce que je constate dans les services de l'État, parce qu'il y a l'État et il y a les services, vous l'avez bien dit, c'est une perte de compétences généralisée. On est de moins en moins nombreux dans les services, avec en plus une montée en qualification. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en fait on n'a quasiment plus que des cadres A. Donc les gens qui font concrètement le travail sur le terrain, ils sont plus là maintenant, ils disparaissent. Et cette proximité avec le territoire, j'ai travaillé en direction départementale des territoires, donc j'ai vu comment ça se passait. J'étais le seul à aller au contact des collectivités pour leur expliquer ce que c'était qu'un plan de prévention des risques inondation et leur apprendre à lire le règlement. Et ça, ce travail-là, on le fait plus pratiquement parce que les gens sont en poste pas assez longtemps, tournent, et l'essentiel du travail est fait par externalisation. Tous les documents d'urbanisme en collectivité, il n'y a pas une collectivité qui le fait, son document d'urbanisme. Elle passe un marché avec un prestataire, le prestataire fait bien ou pas bien le travail, mais une fois qu'on est lancé avec, c'est perdu. Enfin, et derrière, les agents de l'État, les agents des collectivités regardent ce qu'il y a dans les documents, mais avec un regard ultra technique qui est case à cocher. Est-ce que telle procédure a été respectée? Est-ce que tel document est bien présent? Est-ce qu'on a fait les choses comme ça? Mais on n'est plus du tout dans une approche fine du territoire. Et toute la normalisation dans laquelle on a parlé des normes et des règles, on n'est que dans de la norme. Il n'y a pas de règles, en fait. On n'est que dans de la norme. Et donc, on est dans du binaire. À chaque fois, c'est une approche binaire.
Alors quand on n'a pas les compétences sûres, quand on est jeune fonctionnaire et qu'on débarque, qu'est-ce qu'on fait? On se cache derrière la norme parce que c'est la seule chose qu'on est capable de faire. Pour peu qu'on ne connaisse pas le territoire, et c'est le cas dans la quasi-totalité des cadres A maintenant, ils ne connaissent pas le territoire, ils arrivent dans un lieu et qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent la norme. Et là, on a un véritable problème. Alors, parler de faire des nouvelles lois, mais plus vous faites de nouvelles lois, pire c'est. On s'en sort plus. Et moi, tous les échanges qu'il y a eu avec les collectivités, c'est arrêter de nous mettre des dispositifs parce qu'on n'arrive plus à les comprendre. Monsieur Carinti veut rebondir sur le risque majeur. Oui, je voulais rebondir sur votre propos parce qu'en fait, il se trouve qu'on accueille, nous, en formation, puisqu'un de nos gagne-pains, c'est d'accueillir des formations de hauts fonctionnaires. C'est un paradoxe pour un tiers-lieu qui n'est pas compris par l'État. On accueille le cycle supérieur développement durable du ministère de la Transition écologique que certains sénateurs font, députés, entrepreneurs maintenant. Et moi, je suis assez surpris de voir à quel point il y a effectivement un souci de dévitalisation de la culture politique, en fait, de l'administration. Et notamment, j'ai la chance de venir du monde humanitaire. Donc en fait, nous, un des enjeux, pour nous, c'est de gérer des situations où il y a des dégradations très fortes de conditions opérationnelles. Et honnêtement, un des sujets qui va être, à mon avis, structurel dans le rapport entre l'État, les communs, néo et anciens communs, c'est la capacité à faire bien vivre aux gens, ce qui va être très difficile dans les années à venir, inondations, feux de forêt, etc. Et ça va grimper à une vitesse exponentielle. Et nous, dans les tiers-lieux, on a des exemples assez concrets de comment ces communautés locales construisent en fait ce qu'on appelle des communs de crise. Et les communs de crise s'appuient sur des communs ancestraux. Et là-dessus, je vous invite à lire le nouveau bouquin de Pablo Servigne. Je voulais faire un clin d'œil à Gaspard Koenig ce matin là-dessus, parce qu'en fait, son roman est une chose. Pablo Servigne, lui, travaille maintenant sur ce qu'on appelle les réseaux d'entraide locale, la fameuse théorie du suricate. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont fondamentalement plus dans l'entraide que dans la compétition, pour peu qu'on leur donne des supports sur lesquels s'appuyer avant, pendant et après la crise. Moi, je reviens des Corbières, là où il y a eu un énorme incendie. Qu'est-ce qui fait que ces gens sont capables encore de construire un avenir qui sera plus la vigne, qui sera probablement l'agropastoralisme, ce qui est le passé de ce territoire à Milan? C'est tout simplement les tiers-lieux paysans, en fait. Donc, je pense vraiment qu'il y a un gros sujet sur les risques majeurs et sur la capacité à travailler avec les services de l'État qui sont capables d'accueillir, en fait, d'accueillir ces communautés comme des sachants et pas comme des gens qui ont dit « écartez-vous, on arrive avec la sirène. Écartez-vous, on va tout prendre en charge. C'est bon. On est là, c'est bon, vous êtes tous sauvés. » Ça ne se passe pas comme ça, en fait, dans les années à venir, et l'État pourra plus se permettre de faire ça. Oui, monsieur. Je voulais intervenir sur l'approche urbaine, et je trouve que l'intervention de Jean Carinti illustre bien ça. Est-ce qu'on peut raisonner l'urbanisme en termes de cartographie et de situation figée? Est-ce qu'on parle d'aménagement du territoire? Moi, je suis vice-président du Conseil français des urbanistes. Et ce que je remarque sur les territoires, c'est qu'on va être de plus en plus en contexte incertain, tel que ça vient d'être décrit. Donc on est dans une dimension sociale et territoriale qui est multiple échelle, croisement d'échelle. Gilles Clément, à la Biennale d'architecture et du paysage de Versailles cet été, nous faisait cette conclusion-là. Il nous disait, le 21e siècle, on va avoir besoin non pas de techniciens de surface qui appliquent des normes, qui appliquent des cahiers des charges, on va avoir besoin de jardiniers. Et je pense que ce qui est touché par ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est en fait que on a un ensemble de personnes qui jardinent le territoire, qui se transmettent des valeurs, qui apprennent une culture, découvrent comment s'adapter à une situation. Il va falloir les accompagner, les soutenir, parce que forcément, on ne va pas simplement planter des chênes, peut-être planter d'autres espèces d'arbres, parce qu'il va falloir s'adapter. Et on a une fenêtre de temps de 10 ans. C'est-à-dire qu'on n'a jamais connu d'accélération aussi forte. Et donc, au lieu d'essayer de ranger dans des cases un ensemble d'initiatives, il va falloir faire commun. Et est-ce qu'on peut arriver à travailler justement sur l'accompagnement, l'expérimentation décentralisée sur les territoires? C'est quoi une gouvernance décentralisée? C'est quoi de prendre des décisions ensemble? Il y a vote quadratique aujourd'hui qui se développe, par exemple. Ce sont d'autres manières de prendre des décisions et qui permettent de prendre des décisions justes et sûres.
juste avant de partir après le Covid, Bruno Latour militait pour le Parlement des choses, le Parlement des choses, le Parlement des choses. Et si on veut que notre territoire reste vivant et qu'il soit transmis de génération en génération, il faut véritablement convoquer cette question-là au centre. Et ça, c'est bien ce qui a été discuté aujourd'hui. Voilà, je voulais réagir par rapport à ça, et je pense que c'est une vraie dimension de changement dans l'urbanisme. On peut plus, il ne s'agit plus d'exploiter le territoire, il s'agit de le ménager pour qu'on puisse en profiter, qu'on puisse encore en profiter longtemps. Ménager ou aménager le territoire, effectivement, c'est une très bonne question. Merci. Oui. Oui. Bonjour. En fait, moi, je suis élu d'une commune urbaine, presque une métropole à l'échelle de ce dont on a parlé aujourd'hui, vu qu'elle a 10 000 habitants. En fait, j'ai entendu dans toute la journée une sorte de plaidoyer contre la simplification. En ce sens que finalement la démocratie c'est la complexité, c'est prendre du temps pour s'écouter, c'est partager le temps aussi. Et ce qu'on a entendu pendant toute la journée, c'est que ce discours dont on nous rabat les oreilles, à savoir il faut simplifier, il faut laisser les maires faire ce qu'ils veulent, il faut plus d'efficacité parce qu'en fait les maires ne veulent plus faire ce travail sinon, etc. En fait, c'est un discours extrêmement dangereux pour la démocratie. Ce discours qu'on a entendu au ministère de l'Intérieur pendant plusieurs mois ces derniers temps, en fait, c'est un discours dangereux pour la démocratie. Et à contrario, ce qu'on a entendu aujourd'hui sur les communs montre qu'on est capable de s'organiser sans forcément de représentation élue entre soi. Et de ce point de vue-là, je voulais demander, en fait, j'avais une question pour Monsieur Gontard qui vient de l'Isère. C'est au moment de la décentralisation, vous avez remis les communs dans le débat sur la décentralisation, je pense que c'est très juste. Au moment de la décentralisation, il y avait deux projets. Il y avait un projet, les débuts de la décentralisation, il y avait un projet qui était porté par Monsieur Defer à Marseille, qui était une décentralisation à la faveur des élus. À la faveur des élus. Puis il y avait un autre projet qui était porté par Monsieur Dubedou, qui était grenoblois. Et en fait, ce projet, j'ai essayé de le retrouver parce qu'il a été transmis au Sénat, à la commission, une commission des lois quelconque, et il a été perdu. Mais enfin, visiblement, il prévoyait que ce soit les citoyens qui soient, comment dire, les bénéficiaires de la décentralisation. Si vous retrouvez le projet, ça vaut le coup. Peut-être que ça permettra de donner un vrai droit de vote aux citoyens et pas seulement un droit d'élection. Oui, monsieur. Oui, merci pour toutes les interventions. Le débat était passionnant et enrichissant. Moi, j'ai vraiment une question sur... Enfin, ça a été partagé par les autres interlocuteurs, mais je voudrais vraiment poser la question, est-ce qu'on est d'accord sur le consensus que l'État est schizophrène aujourd'hui sur cette question-là? Je veux dire, on vote en 2013 une loi qui vise à ne plus créer de section de communes. 10 ans plus tard, on a un budget pour soutenir les tiers-lieux ruraux. C'est un des principaux budgets. Bon, d'après l'enveloppe budgétaire pour le projet de loi de finances, c'est un peu compliqué. Mais bon, techniquement, voilà. Les tiers-lieux ruraux sont des infrastructures relationnelles. Alors qu'au printemps dernier, il y avait un colloque sur comment revivifier le lien social en ruralité. Il n'y avait pas les communs fonciers. Ils ont été invisibilisés, alors que tout ce qui a été démontré aujourd'hui, c'était que c'est l'infrastructure essentielle de base, relationnelle de base. Je partage pas trop l'avis du service public des pauvres, qui est le tiers-lieu rural, mais bon, c'est un autre sujet. Mais effectivement, l'infrastructure de base revient à ce genre pour faire des subsistances locales. Est-ce que c'est pas l'avènement de la crise du service public à la française, on a cru que la commune allait pouvoir tout gérer en service public français, alors que finalement, c'est plus possible. Et est-ce qu'on ne devrait pas faire le deuil de ce service public-là, en tout cas? Ça, c'est une autre question. Et est-ce qu'on peut aussi accepter que l'État, quand il aménage, dans les espaces ruraux et montagnards notamment, c'est pas des espaces vides, c'est qu'il y a des habitants. Et que sa vision techno... Enfin, je veux dire, j'étais à une réunion sur l'appel des glaciers au printemps dernier. Ils sont déjà en train de planifier l'après-glacier, donc l'écosystème après les glaciers, sans les humains.
Donc ils disent on va faire des gigantesques réserves dans lesquelles il n'y a personne. Oui, mais vous considérez que donc, le rafraîchisseur climatique dans les vallées, on va interdire aux gens de monter en montagne pour se rafraîchir parce qu'il va faire 40 degrés dans la vallée. Ok, d'accord. Admettons, on arrive à le faire. On met un gendarme, on met des murs, etc. Deuxièmement, on va empêcher les alpages de monter aussi. Parce que voilà, les éleveurs, ils vont quand même vouloir monter, et l'aménagement de la montagne, c'est aussi un aménagement par étage, et donc si le réchauffement climatique fait monter les alpages, ils vont forcément monter. Et ça, bien sûr, c'est pas dans les scopes dans les scopes du ministère. Et enfin, je voudrais poser cette question, est-ce que, à contrario alors déjà, je retiens que la commune est un regroupement, donc toute problématique de l'intercommunalité, on pourrait peut-être le mettre aussi au niveau de la communalité. Voilà. Et enfin, est-ce qu'on pourrait accepter que si la commune a la clause de compétence générale, les communs fonciers ont une clause d'adaptation générale? Ils s'adaptent particulièrement efficacement aux communs, au territoire et aux habitants qui le font vivre. Et si on est d'accord sur ces constats-là, je pense qu'on peut dire en sorte qu'il faut voter une loi, mais une loi de reconnaissance des communaux à l'ensemble du territoire national. Et je ne parle même pas de l'outre-mer parce que je n'ai pas le temps. Je vous remercie beaucoup. Merci. Non, rapidement. D'abord, je voulais dire que j'ai un profond respect pour les fonctionnaires d'État, donc j'y avais pas de... et dire quand même que justement, en fait, je pense que je suis tout à fait d'accord sur le fait que cette espèce de discours qu'on a depuis un certain temps, moi je vois les textes qui passent au Sénat, c'est que ça, simplification, simplification, simplification. La réalité, c'est qu'en fait, au bout du texte, il n'y a plus rien, parce qu'en fait, simplifier, ça veut rien dire, et qu'on est dans un monde qui n'est pas simple. Et qu'au contraire, il faut plutôt de l'intelligence, il faut réfléchir, et en gros, il faut de l'humain, quoi. Il faut de l'humain sur les territoires, il faut de l'ingénierie, et donc on a justement besoin de fonctionnaires, on a besoin de personnes et qui fassent justement ce lien et ces allers-retours. Et ce qui a été dit sur les glaciers, enfin en tout cas, moi m'interpelle, parce que je suis en train de travailler du coup justement sur cette question de manière générale, la protection des glaciers, qui est, enfin, pas rentrer dans le détail parce que ça serait plus compliqué, mais il y a eu une annonce du président de la République sur les glaciers de protection forte de l'ensemble des glaciers en 2030. Quand on a dit ça, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on protège? Est-ce que protéger, ça veut dire, enfin, un glacier, on va pas l'empêcher de fondre, donc à un moment donné, le glacier n'existera plus, donc qu'est-ce qu'on met derrière? Et donc toute cette réflexion qu'on peut avoir, parce que après le glacier, c'est une autre biodiversité qui va avoir, c'est autre chose qui va exister. Donc comment justement on l'intègre et comment on le protège, mais on le protège peut-être aussi différemment. Toute cette réflexion-là, en fait, elle ne fonctionnera pas effectivement si ça vient d'en haut et si on dit boum, protection, zone de, et on sait pas ce que ça veut dire. À l'inverse, on a une initiative, Bourg-Saint-Maurice, le maire qui prend en main ce truc-là parce que il a un glacier au-dessus de la tête, qui s'aperçoit quand même que c'est un enjeu particulier. Et qu'est-ce qu'il fait avec son conseil municipal? Il lance une grande concertation, en tout cas, je ne sais plus s'il l'a appelé convention citoyenne, peu importe, mais en tout cas, il prend le temps avec l'ensemble des citoyens, à la fois d'aller sur place, de se rendre compte ce que c'est que à la fois ce glacier, son devenir. Il associe des scientifiques, en gros, ils réfléchissent, ils mettent de l'intelligence collective pour justement trouver un type, justement, qu'est-ce que peut être la protection, qu'est-ce que peut être le suivi justement de ce glacier. Et donc là, on voit qu'on a une démarche à la fois totalement différente, qui vient justement du local, à la fois aussi de ceux qui connaissent, parce que ça soit les guides, que ça soit le milieu touristique, qui sont partie prenante de ce territoire. Et donc c'est eux en fait qui créent la politique qu'on doit mener autour de cet élément et autour du glacier et de son devenir, quoi. Et donc ça c'est encore une manière totalement inversée de changer les choses. Mais je pourrais donner l'exemple, sur mon territoire, il y a le hameau de la Bérarde, qui a été rayé de la carte suite justement à un glacier qui a fondu et avec un glissement de terrain important. Ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est que oui, il y a les services de l'État qui arrivent, le département, etc. Mais en réalité, ce qui fait énormément bouger les choses et ce qui a bousculer les esprits,
c'est en fait quand les citoyens s'en emparent en fait, hein, et quand ça commence à parler, qu'il y a des associations qui se montent, que ça réfléchit, et encore une fois, c'est comment justement on vient accompagner en fait cette démarche-là. Et juste pour finir, j'ajouterais aussi, parce qu'on a le sujet réchauffement climatique très concret, station de ski qui se retrouve, comment on fait, comment sans neige on peut plus skier, donc qu'est-ce qui se passe derrière? On voit souvent justement des services qui sont un peu démunis, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et puis par contre des associations qui se montent, de l'intelligence collective qui se met en place. J'étais encore ce matin avec une association de Loisan qui réfléchit, même dans Loisan, alors qu'on a les deux Alpes et l'Alpe d'Huez, à qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce que sera le demain avec moins de neige, ou en tout cas avec une neige qui sera beaucoup plus sporadique. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on mette la main et qu'on accompagne en fait.